Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. On va s'attaquer à une question qui revient souvent en sociologie. Est-ce qu'on peut vraiment la considérer comme une science? Est-ce qu'on y trouve quand même cette rigueur scientifique? Pour en parler, on va se plonger dans un extrait qui, justement, analyse les différentes manières de faire de la recherche en sociologie. D'accord. Allez, on y va? Pardonnez. Alors, première réaction. Oui. Est-ce que la sociologie, c'est une science? Alors, la grande question que le fait. On pourrait penser comme ça à première vue que la sociologie est très loin Oui. des sciences dures comme la physique ou la chimie. Oui, on n'imagine pas trop les sociologues en blouse blanche en train de faire des expériences dans un labo. Ouais. Mais justement, dans cet extrait, Oui. on découvre que la socio, elle aussi, elle s'appuie sur des principes scientifiques. On parle d'observation systématique de données empiriques et même de graphiques Oui, oui. pour analyser les phénomènes sociaux. Exactement. Et la base de cette approche scientifique en sociologie, c'est le positivisme. Hmm. En gros, c'est l'idée que l'on peut observer et analyser le monde social D'accord. de manière objective en se basant sur des faits concrets. Donc des faits observables. Voilà. Et figurez-vous que c'est Auguste Comte, Ah oui? considéré comme le père de la sociologie, Oui. qui a introduit ce concept. D'accord. Pour lui, c'était essentiel de construire des théories sociologiques solides, basées sur des observations rigoureuses et vérifiables. Un peu comme les sciences naturelles, en fait. Donc, on peut parler de sociologie positiviste, un courant qui applique vraiment ces principes scientifiques à l'étude de la société. Tout à fait. Pour les sociologues positivistes, Oui. l'objectif est d'étudier la société comme un objet en observant les comportements sociaux de manière neutre et objective. D'accord. Le grand défi, c'est de mettre de côté ses propres opinions, ses préjugés, pour devenir un observateur impartial. Pas facile quand même. Pas si facile quand on étudie les interactions humaines. Ah oui, c'est là que ça devient intéressant. Oui. Comment fait-on pour rester objectif quand on étudie des sujets aussi complexes que les relations humaines? Alors c'est là que la méthodologie entre en jeu. La sociologie positiviste utilise deux types de données, les données quantitatives et les données qualitatives. D'accord. Les données quantitatives, ce sont des chiffres, des statistiques. Ouais. Par exemple, si on veut étudier les inégalités de revenus aux États-Unis, Oui. on va utiliser des données chiffrées sur la distribution des salaires, la médiane, la moyenne, Ouais. etc. Ouais. L'extrait mentionne même des chiffres précis. Ah oui. En 2014, Oui. la médiane des revenus était de 53 700 $, tandis que la moyenne atteignait 67 700 $. Ah ouais, quand même. Une sacrée différence. Et cette différence entre la médiane et la moyenne, Oui. c'est justement un exemple de comment les données quantitatives peuvent nous révéler des choses cachées sur le fonctionnement de la société. Exactement. C'est fascinant. Tout à fait. Mais du coup, les données qualitatives, c'est quoi? Alors, les données qualitatives, elles vont plutôt chercher à décrire et comprendre les phénomènes sociaux à travers des mots, des témoignages, des observations. Imaginez qu'on s'intéresse aux raisons qui poussent les gens à se marier ou à vivre en union libre. D'accord. On ne va pas se limiter à des statistiques sur le nombre de mariages. Oui. On va plutôt s'intéresser aux motivations, aux valeurs, aux expériences personnelles des individus. D'accord. Ce sont des éléments plus difficiles à quantifier, Oui. mais qui sont essentiels pour comprendre les dynamiques sociales en profondeur. Donc, si je comprends bien, la sociologie positiviste utilise à la fois des chiffres et des témoignages pour analyser la société. Un peu comme un enquêteur qui recoupe les indices pour résoudre une énigme. Exactement. L'idée, c'est d'avoir une vision la plus complète possible du phénomène qu'on étudie. D'accord, mais attention, même avec la meilleure méthodologie du monde. La sociologie positiviste a ses limites. Ah bon, c'est. On l'a dit, l'être humain est complexe Oui. et il est difficile de contrôler tous les facteurs qui influencent son comportement. Oui, c'est vrai. On ne peut pas tout prévoir. C'est comme en physique, on peut essayer de théoriser le mouvement d'une bille sur un plan incliné, Oui. mais dans la réalité, il y a toujours des frottements, des imperfections qui vont influencer le résultat. Tout à fait. Et en sociologie, on a même un nom pour ce genre d'imprévu. Ah oui, L'effet Hawthorne. l'effet Hawthorne. C'est un phénomène fascinant Voilà. qui a été mis en lumière par le chercheur Elton Mayo dans les années 1920. Ok. Il a mené une étude dans une usine pour essayer d'améliorer la productivité des ouvriers. Il a testé différentes variables, Oui. l'éclairage, les horaires de travail, etc. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Est-ce que les ouvriers étaient plus productifs avec plus de lumière, plein main d'heure? Le plus étonnant, c'est que la productivité a augmenté quel que soit le changement mis en place. Ah. Mayo a compris que ce n'étaient pas les conditions de travail en elles-mêmes qui avaient un impact, mais le simple fait que les ouvriers savaient qu'ils étaient observés.
Ah ouais. Le fait d'être au centre de l'attention les a motivés à travailler plus dur, indépendamment des changements concrets. En tout cas. C'est ça l'effet Hawthorne, Non. l'influence de l'observateur sur le comportement des sujets. Waouh! C'est incroyable. Ça veut dire que même en essayant d'être le plus objectif possible, le simple fait d'observer un phénomène social peut le modifier. Exactement. J'ai un vrai casse-tête pour les sociologues. C'est clair, un vrai casse-tête. Mais du coup, Oui. si l'observation objective est si difficile, est-ce qu'on peut vraiment parler de science en sociologie? Oui. N'y a-t-il pas toujours une part de subjectivité qui s'immisce dans nos analyses en cela? C'est une question fondamentale que se posent beaucoup de sociologues. Et c'est là qu'interviennent d'autres approches D'accord. qui prennent davantage en compte cette dimension subjective de l'expérience humaine. On peut parler par exemple de la sociologie interprétative. La sociologie interprétative, cette fois. Parfois, exactement. Alors, contrairement à la sociologie positiviste, qui cherche à expliquer les phénomènes sociaux de manière objective, Oui. la sociologie interprétative s'intéresse au sens que les individus donnent à leurs actions, à leurs expériences. D'accord. Ce qui compte, ce n'est pas tant la réalité objective que la façon dont les gens la perçoivent, la vivent, la ressentent. Donc, si je comprends bien, on passe d'une analyse des comportements à une analyse des motivations, des intentions, des émotions qui se cachent derrière ces comportements. Exactement. Pour les sociologues interprétatifs, Oui. la réalité sociale n'est pas quelque chose de fixe et d'immuable. D'accord. Elle est construite par les interactions entre les individus, par leurs interprétations du monde qui les entoure. C'est intéressant. Du coup, les méthodes de recherche sont aussi différentes. Tout à fait. Alors que la sociologie positiviste privilégie les données quantifiables, la sociologie interprétative va plutôt s'appuyer sur des méthodes qualitatives. Ok. On va utiliser des entretiens en profondeur, des observations participantes, D'accord. l'analyse de récits de vie. L'objectif, c'est de saisir le point de vue des acteurs, de comprendre le sens qu'ils donnent à leurs actions. On se rapproche presque d'une démarche anthropologique, non? Quand on étudie une culture étrangère, on essaie de comprendre ses rites, ses symboles, ses valeurs. Oui, il y a des points communs. Dans les deux cas, on cherche à comprendre un monde social de l'intérieur, Oui. en s'immergeant dans sa logique propre. Et du coup, concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans la recherche sociologique? D'accord. Tu peux nous donner un exemple? Si. Bien sûr. Imagine qu'on veuille comprendre les motivations des personnes qui choisissent de vivre en communauté. D'accord. Une approche positiviste pourrait se contenter d'analyser des données statistiques sur le nombre de communautés, leur localisation, la composition sociale de leurs membres. Mais une approche interprétative va aller plus loin en interrogeant les membres de ces communautés sur leurs motivations, leurs aspirations, les valeurs qui les animent. D'accord. On va essayer de comprendre ce qui les a poussés à faire ce choix de vie, ce qu'ils recherchent dans la vie communautaire, comment ils la vivent au quotidien. C'est fascinant. On plonge vraiment au cœur de l'expérience humaine. On essaye de saisir la complexité des motivations, des aspirations de chacun. Exactement. Et c'est cette richesse, cette profondeur d'analyse qui fait la force de la sociologie interprétative. D'accord. Donc on a la sociologie positiviste qui cherche à expliquer la société de manière objective. Et la sociologie interprétative qui s'attache à comprendre le sens que les individus donnent à leurs actions. Oui. Mais est-ce que ce sont les deux seules grandes approches en sociologie? Non moins dit. Il existe d'autres courants de pensée qui apportent des perspectives complémentaires sur le monde social. D'accord. On peut parler par exemple de la sociologie critique. Ah oui, la sociologie critique. J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qui la distingue des autres approches. Alors la sociologie critique, elle part du principe que la sociologie ne doit pas se contenter d'observer et de comprendre le monde social. Oui. Elle doit aussi contribuer à le transformer. C'est-à-dire, les sociologues critiques seraient un peu des militants. Pas forcément des militants au sens strict du terme, mais disons qu'ils sont engagés dans une démarche de critique sociale. Ils cherchent à déconstruire les rapports de domination, à mettre en lumière les injustices, à donner une voix aux groupes marginalisés. C'est une approche qui semble assez radicale, non? C'est vrai qu'elle peut déranger, remettre en question des idées reçues, des structures de pouvoir établies. Mais c'est aussi ce qui fait sa force. D'accord. Elle nous oblige à penser autrement, à sortir de notre zone de confort. Tu peux nous donner un exemple concret de recherche en sociologie critique, Adé? Bien sûr. Prenons l'exemple des études sur le genre. La sociologie critique du genre va s'intéresser aux inégalités entre les hommes et les femmes, aux stéréotypes de genre, aux discriminations dont sont victimes les femmes dans différents domaines de la vie sociale.
J'imagine que ce genre d'étude peut avoir un impact important sur les politiques publiques, sur la façon dont on conçoit l'égalité entre les sexes. Exactement. La sociologie critique ne se contente pas de décrire la réalité. Ouais. Elle cherche à la transformer en mettant en lumière les injustices, en proposant des solutions pour les combattre. Donc si je récapitule, on a la sociologie positiviste, Oui. qui vise l'objectivité, la sociologie interprétative, Yeah. qui s'intéresse au sens subjectif, Oui. et la sociologie critique, qui cherche à transformer la société. C'est une bonne synthèse. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces trois approches ne sont pas forcément opposées. Elles peuvent se compléter, s'enrichir mutuellement. Un sociologue peut très bien utiliser des méthodes quantitatives et qualitatives dans ses recherches. Adopter une posture critique tout en s'appuyant sur des données objectives. C'est une vision plus nuancée de la sociologie qui montre bien la richesse et la complexité de ces disciplines. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque approche nous apporte un éclairage différent sur le monde social, nous permet de le décrypter sous un angle nouveau. On a beaucoup parlé des différentes approches de la sociologie, Oui. mais j'imagine qu'il existe aussi des méthodes concrètes, des outils pour mener des recherches sur le terrain. Absolument. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la troisième partie de notre deep dive. Ah d'accord? On va parler des enquêtes, Ok. des entretiens, Oui. de l'observation participante. Toutes ces techniques qui permettent aux sociologues de récolter des données et d'analyser le monde social. Super ça. J'ai hâte d'entendre ça. Bon, on arrive à la troisième partie de notre deep dive sur la sociologie et j'ai hâte de découvrir les outils et les techniques que les sociologues utilisent pour mener leurs recherches sur le terrain. Oui, on va parler des méthodes concrètes, des outils du métier si on veut. Exactement, on entre dans les coulisses. On va voir comment ça se passe concrètement. Voilà, et croyez-moi, les sociologues ont une boîte à outils bien remplie. Ah oui. On a les enquêtes, les entretiens, l'observation participante, l'analyse de documents. Waouh. Il y a quoi faire? Où est-ce qu'on commence? Commençons par les enquêtes. Oui. C'est sans doute la méthode la plus connue du grand public. L'idée, c'est de poser un ensemble de questions à un échantillon représentatif de la population pour obtenir des données statistiques sur un phénomène social. D'accord. Par exemple, si on veut étudier les opinions des Français sur le changement climatique, Oui. on peut réaliser une enquête auprès d'un échantillon de Français en leur posant des questions sur leur perception du problème, leurs actions pour lutter contre le réchauffement, etc. D'accord, mais comment est-ce qu'on s'assure que l'échantillon est vraiment représentatif de la population française? On ne peut pas interroger tous les Français. C'est là que les statisticiens entrent en jeu. Il existe des techniques d'échantillonnage qui permettent de constituer un groupe de personnes qui reflètent la diversité de la population française en termes d'âge, de sexe, de catégories socio-professionnelles, de lieux de résidence, etc. D'accord. L'objectif, c'est que les résultats de l'enquête puissent être généralisés à l'ensemble de la population française. Ok, donc on a une image un peu réduite, mais qui représente quand même bien la population globale. Exactement. Mais du coup, les enquêtes, ça se fait toujours sous forme de questionnaire. Pas forcément. Ah. Il existe différentes manières de réaliser une enquête. D'accord. On peut utiliser des questionnaires papier, des questionnaires en ligne, des entretiens téléphoniques, voire des entretiens en face à face. Le choix de la méthode dépend de plusieurs facteurs. Oui. Le budget disponible, le temps imparti, la complexité des questions, etc. Ok, donc les enquêtes, c'est pour obtenir des données quantitatives, Oui, des chiffres, des statistiques. voilà. Mais quand on veut aller plus en profondeur, comprendre les motivations, les perceptions, les expériences des individus, on utilise d'autres méthodes, c'est bien ça. Tout à fait. Là, on passe aux entretiens. Aux entretiens, d'accord. L'idée, c'est de laisser la personne s'exprimer librement sur un sujet donné, de recueillir son point de vue, son histoire, ses émotions. D'accord. L'entretien, c'est une rencontre, un échange, une écoute attentive. On imagine le sociologue en train de prendre des notes, de relancer la conversation. Oui, mais du coup, c'est quoi la différence entre un entretien et une simple conversation? La différence, c'est que l'entretien est encadré par une méthodologie rigoureuse. D'accord. Le sociologue ne se contente pas de discuter. Il suit un guide d'entretien. Il pose des questions précises. Il analyse les réponses avec un regard critique. Oui. L'objectif, c'est de recueillir des données fiables et pertinentes qui pourront ensuite être analysées et interprétées. J'imagine que la relation entre le sociologue et la personne interrogée est hyper importante. Ouais. Il faut vraiment créer un climat de confiance pour que la personne se sente libre de parler ouvertement. Oui, tout à fait. Donc on a parlé des enquêtes, des entretiens, tu as mentionné tout à l'heure, l'observation participante. Oui. C'est quoi exactement? L'observation participante, c'est une méthode qui consiste à s'immerger dans un groupe social, à participer à ses activités, à observer ses interactions de l'intérieur.
D'accord. L'objectif est de comprendre ce groupe social, sa culture, ses valeurs, ses pratiques en les vivant au quotidien. C'est l'immersion totale. Oui. Tu peux nous donner un exemple concret? Imaginons qu'un sociologue veuille étudier la culture d'un groupe de supporters de football. Ok. Il va se rendre au stade, assister aux matchs, participer aux chants et aux animations, discuter avec les supporters, observer leurs interactions. D'accord. Il va essayer de comprendre comment ce groupe se construit, quelles sont ses valeurs, comment il vit sa passion du football. Wow. Mais j'imagine que ça doit être assez difficile de rester objectif quand on est impliqué émotionnellement dans le groupe qu'on étudie. Oui, c'est un des défis de l'observation participante. Comment fait-on pour ne pas être influencé par ses propres opinions? Le sociologue doit être capable de prendre du recul, d'analyser ses observations avec un regard critique, de distinguer ses propres perceptions de la réalité du groupe qu'il étudie. Ok, c'est un exercice d'équilibriste. Oui, tout à fait. On a parlé des enquêtes, des entretiens de l'observation participante. Il me semble qu'il y avait une dernière méthode, l'analyse de documents. Ah oui, l'analyse de documents. C'est une méthode qui consiste à étudier des documents écrits visuels sonores pour en extraire des informations sur un phénomène social. D'accord. On peut analyser des articles de journaux, des livres, des films, des chansons, des photographies, des archives historiques. On n'est plus vraiment en contact direct avec les personnes. Voilà, On étudie des traces, des témoignages du passé. exactement. L'analyse de documents nous permet de comprendre comment un phénomène social a été perçu, représenté, interprété à une certaine époque. On peut par exemple analyser des articles de presse pour comprendre l'évolution de l'opinion publique sur un sujet donné, ou étudier des films pour analyser la représentation des femmes dans la société. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui. On arrive au bout de notre exploration des outils du sociologue. On a parlé des enquêtes, des entretiens, de l'observation participante, de l'analyse de documents. C'est vraiment fascinant de voir la variété des méthodes utilisées par les sociologues pour étudier le monde social. Oui, tout à fait. On a vraiment l'impression d'un travail d'enquêteur qui utilise tous les moyens à sa disposition pour comprendre la complexité du monde qui l'entoure. Exactement. Et ce qui est important de retenir, c'est que toutes ces méthodes ont leurs avantages et leurs limites. Oui. Il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Tout dépend de l'objet d'étude, de la question de recherche des ressources disponibles. D'accord. Le sociologue doit faire des choix méthodologiques en étant conscient des implications de chaque méthode. C'est une discipline passionnante. On a découvert aujourd'hui que la sociologie, ce n'est pas juste des théories abstraites, c'est aussi un travail de terrain d'analyse d'interprétation. On a exploré les différentes approches, les méthodes de recherche, les outils du sociologue, et on comprend mieux comment cette discipline nous aide à décrypter le monde social, à comprendre les relations entre les individus, le fonctionnement des institutions, les grands enjeux de notre époque. Oui, et j'espère que ce deep dive vous a donné envie d'en apprendre davantage sur la sociologie. Bon, en tout cas, oui. C'est une discipline qui nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos relations aux autres, sur le monde qui nous entoure. C'est une invitation à la curiosité, au questionnement, à l'esprit critique. Merci beaucoup pour ce voyage au cœur de la sociologie. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive sur un nouveau sujet tout aussi passionnant. À bientôt.